Bon, je pense qu'on est en direct maintenant. Donc, une seconde. Bon, parfait. Donc, bienvenue tout le monde. On s'excuse pour le retard. Donc, on s'excuse pour le retard. Donc, merci beaucoup. On a eu des problèmes techniques, malheureusement. Donc, voilà. Si vous, donc, vous pouvez nous joindre. Parfait, Guillaume, merci. Merci pour le. On utilise un système, un autre système pour donner ces sessions-là, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, vous allez être capable de réécouter plus tard, c'est enregistré. Donc, vous allez être capable d'écouter plus tard. Donc, bonjour Marc, bonjour. Donc, habituellement, j'ai Ida qui est avec moi, mais malheureusement, mon système ne fonctionne pas. Je suis pas capable de rajouter d'autres personnes. Donc, ça va être moi tout seul. Je vais lire vos questions, puis je vais répondre à vos questions directement. Donc, encore une fois, merci pour votre patience. On s'excuse pour le retard. On utilise Facebook directement présentement au lieu de du système régulier qu'on utilise qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Je ne sais pas le pourquoi. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, allez-y avec vos questions. Bonjour Martin. Puis encore une fois, merci de votre patience. Donc, allez-y avec vos questions. Je suis là. Posez vos questions. OK, bonjour Yenzi, bonjour Martin, bonjour Marc. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai ma première question. OK, OK, Yenzi, bonjour, j'ai deux questions s'il vous plaît. Donc, donnez-moi 2 secondes. Quand on change d'institution financière pour l'hypothèque, est-ce que les frais de notaire, on peut déduire 20% par année pour le prochain 5 ans? Les frais pour être membre d'un organisme de propriété est considéré comme honoraire professionnel. Ouais. Yendi, ça honnêtement, je suis pas sûr, Yendi, là-dessus. Pour financer l'hypothèque, est-ce que les frais de notaire, on peut le déduire? Ben, d'après moi, non, je pense pas que c'est nécessairement une dépense en capital dans ce cas-là. Parce que là, vous parlez d'une amélioration locative là, pour 20% pour 50. D'après moi, c'est non. Les frais pour être membre d'un organisme, donc, je ne peux pas malheureusement partager vos questions sur l'écran. Là. J'utilise le système de Facebook qui ne comporte pas cette option-là, malheureusement. Bon, les frais pour être membre d'un organisme de propriétaire est considéré comme honoraire professionnel? Non. C'est vraiment un ordre professionnel. C'est ça qu'on veut dire. Donc, vous faites partie, par exemple, de l'ordre des CPA, de l'ordre des ingénieurs, de l'ordre des infirmiers et des infirmières. C'est ça qu'on veut dire, Yanzi. Bon, question de Jean Favron. Merci, Jean, pour votre question. Assurance médicaments du Québec, je suis québécois depuis ma naissance. Mes médicaments sont payés à 80% par une assurance privée de mon ancien employeur. Et je suis à la retraite depuis 19 ans. Dans Impôt Expert, est-ce que je mets assurance assurée par mon régime collectif toute l'année? Est-ce qu'on doit compléter l'annexe K? À quoi sert l'annexe K? OK. Jean, la réponse à votre question, c'est ça dépend. Est-ce que l'assurance que tu es avec ton employeur, est-ce que vous êtes couvert pour les médicaments? Et là, je ne parle pas de traitement. Là. Je ne parle pas, par exemple, de frais d'honoraires de docteur. Là. Je parle vraiment de vos médicaments, de vos prescriptions. Si votre assurance vous assure pour médicaments, là, vous allez indiquer exactement qu'est-ce que tu viens juste de m'indiquer, là, assuré par mon propre régime collectif. Mais si vous n'êtes pas couvert pour vos médicaments, OK, dans ce cas-là, vous tombez dans la RAMQ, là, en d'autres mots, vous tombez dans le programme gouvernemental et dans ce cas-là, vous payez l'assurance. Et là, qu'est-ce que vous payez? L'annexe K, ça sert à quoi? Ça sert à payer votre assurance médicaments. Donc, pour vos prescriptions, c'est pas gratuit. C'est un impôt qu'il faut payer. Si vous êtes couvert avec une assurance privée, ben, dans ce cas-là, si vous êtes couvert avec une assurance privée, si vous êtes couvert avec une assurance privée, dans ce cas, vous ne payez pas
l'assurance médicaments du Québec dans ce cas-là, mais si vous n'êtes pas couvert avec une assurance privée, ben, vous tombez implicitement dans le programme du gouvernement. Et là, vous payez sur votre déclaration de revenus. Il y en a des exemptions là-dedans, par exemple, si vous êtes un étudiant en temps plein, là, exemple, mais en général, vous tombez dans le plan et il faut le payer et c'est basé sur votre revenu net, ok, sur votre revenu familial dans ce cas. Bon, bonjour Emmanuel. Est-ce déductible les pertes en bourse? Oui, bon, ça, c'est vraiment pertinent pour aujourd'hui, Marc. Merci pour votre question. Oui, absolument, absolument, ils sont déductibles. OK, donc, si vous vendez aujourd'hui, mais il faut vendre pour comptabiliser votre perte. Donc, si vous vendez vos titres en bourse à perte, c'est une perte en capital et ces pertes en capital-là, vous pouvez les utiliser à l'encontre de vos gains en capital. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à l'encontre de vos gains en capital que vous les utilisez. OK, donc, euh, sachez que les pertes, si vous avez plus de pertes que de gains, vous pouvez reporter ces pertes-là aux années futures ou vous pouvez les reporter rétroactivement à 3 années en arrière et les mettre à l'encontre de vos gains en capital. OK, donc ça, c'est les choix que vous avez. Bon, Adam, j'ai eu mon premier enfant en juillet 2021. Ben, félicitations, Adam. Bienvenue parmi les parents. Est-ce qu'on a droit au crédit? Si oui, comment réclamer? Ben, Adam, je ne sais pas de quel crédit vous parlez là. Je sais que vous avez droit dorénavant, par exemple, à l'allocation canadienne pour les enfants et le soutien aux enfants du côté provincial, du côté du Québec. Donc ça, c'est un versement mensuel qui est basé sur votre revenu net. OK? Si vous êtes seul, OK, si vous êtes sans conjoint, bien là, vous avez le droit au montant pour personnes à charge, OK, qui est un crédit non remboursable du côté fédéral, qui est aux alentours de 13 000 à 15 Donc, on parle de quoi, 1700, 1800 de crédit, grosso modo, là. OK, donc, bon, donc Nancy a une question. Est-ce que les chefs de famille doivent être le plus gros revenu ou ça change rien? Nancy, ça change absolument rien. C'est votre choix, qui que vous choisissez en termes de qui va être le chef de famille. Le but, c'est de savoir c'est qui le chef quand le logiciel va vous demander si vous voulez transférer des crédits entre une personne ou l'autre. OK, c'est la seule différence. Bon, question de Lise. Bonjour, j'ai acheté un terrain au prix de 18 100 incluant TPS. J'ai vendu au prix de 31 500. Puis-je déduire les frais de notaire? Oui, mais vous les déduisez au coût. En d'autres mots, vous allez rajouter les frais de lease, vous allez rajouter les frais de notaire dans votre PBR. OK, donc parmi votre 18 100, vous rajoutez les frais de notaire dans votre 18 100. Et donc, vous augmentez votre PBR par les frais de notaire qui vous ont été chargés dans ce cas. Expliquez s'il vous plaît la question. Bon, Pierre, avez-vous reçu des cryptomanies? Oups, attendez, je viens juste de... oups, attendez. Je viens juste de perdre la question. Ok, donnez-moi juste 2 secondes. OK. Bon, OK. Donc, je continue. J'ai une question. OK. J'ai une question. Attendez. Ouais, je m'excuse parce que j'avais perdu la question. Bon, attendez. On va juste refaire le... Ouais, je m'excuse tout le monde parce que j'avais perdu les questions de secondes là. OK. Bon, OK. Donc, je reviens à Yves Campagna. Si j'ai vendu ma résidence principale en 2021 et j'ai acheté un autre la même année, donc, attends. OK. Suite au décès de ma mère. OK, donc je viens avec Sylvie. Suite au décès de ma mère, elle avait des CELI, intérêts imposables après son décès. Quand je vais ouvrir le compte de sa succession, oui, absolument. Si Sylvie, si vous n'avez pas transféré immédiatement le compte de CELI parmi les bénéficiaires et le compte est resté là,
au moment du décès, le CELI arrête d'être un compte de CELI. Et dans ce cas, attendez, parce que là, je perds des questions. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Euh, attendez là, je perds les questions là. Donnez-moi 2 secondes tout le monde, parce que là, je perds les questions. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste aller voir si je pourrais le faire d'une autre façon. Donnez-moi 2 secondes. Bon, ok. Donc là, ok, là, je devrais être en mesure de mieux voir les questions. Ok, donc pour revenir à cette question-là, euh, ok, donnez-moi 2 secondes. Ok, ok, voilà. Donc là, ça devait être mieux là. Ok, donc je reviens. Bon, pour une personne décider exactement. Donc là, j'étais. euh, Est-ce que je peux tout faire? Ok, donnez-moi 2 secondes. Je vais juste revenir aux questions là, qui étaient là auparavant. Donnez-moi 2 secondes. Bon, dans le cas de... OK, c'est compris. OK, donc Martin, excusez-moi, là, je reviens là. OK, j'ai contribué par ailleurs 750 $ de trop au fonds de FTQ, max de 5000, donc 5750. Je dois quoi dans Impôt Expert? Je fais quoi? Ben, il faut le saisir quand même. OK, donc Martin, vous le saisissez et l'excédent que vous allez avoir, ça va être reporté à l'année suivante. C'est ça qui va arriver là. OK, c'est ça qui va arriver dans ce cas. Bon, Caroline, dans le cadre de trading, si je veux déclarer un revenu et perte, quel feuillet je dois remplir? Je n'ai pas fait de gain, seulement des pertes, mais je veux les déclarer. Bon, ben, Caroline, c'est quand même une transaction de gain en capital. OK, vous avez quand même une transaction de gain en capital dans ce cas. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez premièrement dans le montage de l'entrevue. OK, vous allez là-dedans. Là, vous allez cocher les cases pertinentes pour le gain en capital à la page à droite. Là. Puis après ça, quand vous allez là-dedans, quand vous allez chercher la section de gain en capital à gauche, à droite, vous allez sélectionner actions et autres biens non amortissables. Vous allez là-dedans et vous saisissez la transaction qui est à perte, qui veut dire que votre PBR va être plus haut que votre produit de disposition. C'est comme ça que vous allez le faire. Bon, Sylvia, si j'avais un enfant, si j'avais un enfant en personne à charge, elle qui s'était acheté une maison et elle est déménagée, y a-t-il une façon de s'ouvrir un nouveau dossier pour avoir son propre fichier dans mon logiciel pour pouvoir transférer ces infos des dernières années où je dois partir à zéro à un nouveau dossier? C'est vraiment partir à zéro, Sylvia, malheureusement. Il n'y a pas d'autre façon, là. Il n'y a pas de façon dans ce cas-là, de le reporter. Ok, il y a pas d'autre façon. Bon. Ouais, ok. Si on a des placements de REER avec exemple Manuvie et que le rendement est négatif, est-ce déductible? Non, c'est pas déductible. Parce que votre compte, ça c'est la question de Marc Boutet, parce que votre compte est un compte de REER qui est à l'abri de l'impôt, ben les gains, les revenus que vous gagnez ne sont pas imposables à l'intérieur du compte, mais de l'autre bord, c'est le même principe. Le gouvernement ne va pas vous donner une déduction ou une exemption pour les pertes que vous encaissez présentement dans votre compte de REER. Donc non, la réponse est non, Marc. Donc, question de Marie-Claude. Si un monsieur est héritier de sa sœur et qu'il a reçu un T4P au nom de l'héritier de Suzanne, dont il ajoute ce T4AP, j'assume, là, dans ses impôts et peut-il déclarer les frais de salon funéraire et les frais de notaire pour le testament qui lui ont été même payés? Non, Marie-Claude, le revenu est imposable dans le dossier de l'héritier et non pas du décédé. Donc, ça, c'est la première question. Ça, c'est la première réponse là. Les frais de salon funéraire, les frais de notaire ne sont pas déductibles, malheureusement. OK, c'est pas des montants qui sont déductibles sur la déclaration de revenus. Bon, Cilia. Bonjour, j'ai 3 questions. Bon, OK. On va voir. Je suis locataire et propriétaire. 2001. OK. S'il y a, je vais revenir parce que là, votre question est brisée en plusieurs parties. Raymond Fortin. Y a-t-il un montant d'aide qui serait versé pour les personnes de 65 ans et plus sous forme de montant forfaitaire et si oui, ce montant est-il imposable? Pas exactement, Raymond. Premièrement, il y en a la prestation exceptionnelle pour ceux qui étaient admissibles
Euh, montant de dette surversé pour les personnes de 65 ans et plus. Oui, il y en avait un montant, excusez-moi, c'est déjà fait. C'est pour la pension de sécurité de vieillesse. Donc, le gouvernement fédéral avait donné un montant supplémentaire. Donc, ça, je pense que c'était pour le supplément de revenu garanti, si je me souviens bien. OK, si je me souviens bien pour celui-là. Et au Québec, ils ont eu les prestations exceptionnelles pour ceux qui étaient admissibles, dans ce cas au crédit de solidarité. Ok, donc il y avait un 200 $ de plus qui était versé. Aussi, du côté provincial, il y a le crédit pour les aînés, qui est le crédit remboursable du côté du Québec, ok, dont le gouvernement a doublé le maximum. Mais ça, mais c'est un crédit qui est basé sur le revenu net du contribuable. Et si on dépasse, par exemple, le seuil de 31 000 quand on est célibataire ou si on est en couple, si on dépasse 54 000, ben, on n'a plus vraiment ce crédit-là. Bon, Sylvie Charon, deuxième question, on me dit que selon à qui je parle, je dois faire 1 à 3 rapports. Elle est décédée le 31 août, 31 août et je n'ai toujours pas reçu la recherche testamentaire. Oui, c'est possible. C'est possible que vous avez une fiducie testamentaire à créer et que vous avez peut-être une déclaration de droits et biens à déclarer aussi. Ça dépend des revenus, quand est-ce qu'ils sont gagnés, et ça dépend aussi si dans le testament la personne décédée avait indiqué que cette personne-là allait tranquillement verser les biens aux bénéficiaires. Donc, ça dépend. OK? Ça dépend vraiment. Bon. Caroline, j'ai commencé à contribuer au REER de mon conjoint cette année. Bon, est-ce que nous recevrons 2 relevés et est-ce que nous devons indiquer ces cotisations dans les déclarations de revenus de mon conjoint ou seulement de la mienne? OK, bon, Caroline, si vous avez contribué dans le REER de votre conjoint, c'est vous allez déduire ces contributions-là en utilisant votre montant admissible, votre plafond admissible de REER. OK, c'est vraiment vous, là. Donc, le relevé, ça va être à votre nom, mais ça va préciser que c'est une contribution conjointe. Et ça, il faut le préciser dans le logiciel. Vous avez, dans la section REER, là, vous allez avoir une saisie pour indiquer que c'est une contribution de conjoint. Et n'oubliez pas que c'est votre plafond de REER qui est utilisé pour les contributions effectuées dans le dossier de votre conjoint. Excuse-moi, dans le compte REER de votre conjoint. Bon, j'ai une assurance privée à mon nom jusqu'à où? Puis j'ai pris celle de mon conjoint, plus avantageuse. OK, bien, pour moi, vous êtes couvert dans une assurance privée toute l'année. Ça semble que c'est ce cas-là. Bon, Seb, pourquoi le logiciel Impôt Expert a 2 versions à télécharger, une en français, une en anglais? Pourquoi le logiciel n'a-t-il pas une option dans les paramètres pour choisir euh, pour choisir la langue à partir d'une seule version de logiciel? Bon, donc là, on me dit que BeLive fonctionne. Donc ça, c'est notre logiciel. Mais entre-temps, bon, ben, je vais continuer parce que je pense que je vais arrêter. Dans ce cas-là, il faut que j'arrête le vidéo et que je reviens si j'embarque avec notre système. Donc, je pense que je vais juste continuer. Euh, bon, question essentielle, pratique pour les bénévoles, PCB. Ouais, garde, vraiment, c'est une question technique, là. C'est vraiment, dans ce cas-là, c'est une façon de mieux gérer, dans ce cas-là, les 2 installations du produit. Honnêtement, j'ai pas nécessairement la réponse là-dedans. Bon. Juan Manuel, bonjour, j'ai reçu un paiement forfaitaire de mon assurance pour une maladie grave. Est-ce imposable? Si oui, comment doit-il être déclaré? Oui, si vous avez reçu, ça c'est une assurance, là. Vous avez reçu un revenu d'assurance, donc il y a des fortes chances que c'est un revenu imposable. Ça, c'est l'assureur qui devrait vous envoyer un feuillet. Habituellement, c'est un T4A dans ce cas-là, ok, qu'il faudrait, que l'assureur va le faire. OK. Comment le saisir? Ben, s'il y a tout simplement la façon de saisir, c'est que quand vous allez dans la question dans Impôt Expert pour
quand vous allez directement dans la question d'impôt expert dont vous répondez votre situation pour votre assurance médicaments, bien, vous allez sélectionner, vous pouvez sélectionner entre les deux. Là. Vous avez premièrement, vous allez sélectionner exception une partie de l'année. Vous allez sélectionner les mois où vous étiez assuré vous-même dans votre plan et après ça, vous sélectionnez les mois où vous étiez assuré avec votre conjoint. C'est de cette façon-là que vous allez le faire. Mais le résultat va être le même. Vous allez être exempté pour toute l'année. Bon, pour une personne décédée en septembre 2021, est-ce que je peux tout faire avec le logiciel pour ses impôts? Oui, oui, vous pouvez le faire. La seule affaire que vous ne pouvez pas faire, je pense qu'on ne peut pas faire les droits ou biens, Sylvia. Donc, la déclaration de droits ou biens, ça, c'est pas quelque chose que je pense qu'on peut faire dans Impôt Expert, malheureusement. Bon, si on doit payer impôt en installment, OK, donc à compte, 4 fois par année, ou peut-on déduire ce qui a été payé d'avance? Donc, pour les acomptes, habituellement, vous l'avez dans la section remboursement. OK, donc dans Impôt Expert, si je me place dans le produit, là, malheureusement, je ne peux pas partager mon écran, mais je vais juste vous le préciser. Là, je vais juste rentrer dans le produit 2 secondes. Et on va aller le voir dans mon deuxième écran. Là. Si je me souviens bien, les acomptes se retrouvent dans la section remboursement de votre menu de gauche dans l'entrevue. OK, donc je vais là-dedans. Donnez-moi 2 secondes. Et donc, encore une fois, ça va être dans remboursement. OK, donc remboursement, solde dû. Ah non, c'est pas là. Excusez-moi. Donc, si je mets à compte, je vais vous dire exactement où. Donc, je m'excuse tout le monde. Donc, ça, c'est dans la section impôts revenus. Donc, autres déductions et crédits, ça se peut-tu? Non. Attends, à compte. OK, donnez-moi 2 secondes. OK. Non, il faut rajouter la section, excusez-moi. Donc c'est dans le montage de l'entrevue, vous allez là-dedans et vous devez avoir une section qui s'appelle acompte provisionnel et transfert d'impôt. Donc vous le rentrez là-dedans. OK? Donc c'est vraiment dans cette section-là. Oui, effectivement, il y a une section qui s'appelle acompte provisionnel et transfert d'impôt. Donc montage de l'entrevue, acompte provisionnel et transfert d'impôt. Et après ça, la section va apparaître à gauche et vous le rentrez là-dedans. Bon, on continue. Bonjour, est-ce que la rente viagère et le fer peuvent être considérés dans le fractionnement de revenus? Ça dépend. OK? Ça dépend. Donc, habituellement, pour être capable de fractionner le revenu de pension du côté fédéral particulièrement, Joanne, ça prend, l'autre prérequis, c'est l'âge. OK? Donc, il faut que la personne qui fractionne soit 65 ans et plus durant l'année. Et c'est la même règle au Québec aussi. OK? Donc, ça prend absolument, dans ce cas-là, l'âge du contribuable qui soit plus de 65 ans. Bon, Jean-Claude, pré-remplir ma déclaration Canada et Québec, comment éviter les doublons? Par exemple, les revenus d'intérêt, Banque nationale, les intérêts. Ben, garde, quand vous avez, par exemple, les revenus d'intérêt, OK, les revenus qui sont identiques entre le fédéral et le provincial, ben, choisissez seulement un palier. Ne faites pas l'importation de l'autre palier dans ce cas-là. Choisissez toujours le fédéral, si vous êtes toujours mieux servi. Bon, Adam, pour le nouveau-né, j'habite avec mon conjoint. Oui, je reçois les allocations, mais ce que je dois effectuer quelque chose de particulier pour la déclaration de revenus pour cette année. Ben, vous allez rajouter votre enfant comme personne à charge, OK, dans votre dossier, là. C'est ça que vous allez faire. Euh, c'est ça que vous allez faire. Et de là, le logiciel va réclamer les montants qui sont attribuables pour votre enfant. OK? Donc, vous êtes avec votre conjoint, donc il n'y a pas de personne à charge. On ne peut pas le réclamer dans ce cas-là, mais le logiciel va vous produire un estimé du soutien aux enfants ou de l'allocation pour enfants et l'allocation canadienne pour enfants du côté fédéral. OK? Si vous avez des frais de garde, par exemple, vous pourriez réclamer les frais de garde pour cet enfant-là. Euh, bon, ok. Donc, s'il y a moi et mon conjoint faisions le télétravail, comment calculer les frais, sachant qu'on était locataire jusqu'au 30 septembre et propriétaire d'une maison principale à partir du 1er octobre? C'est quoi les frais déductibles en cas de première maison? Euh,
Bon, ok, moi, ok, faisions le télétravail. Bon, garde, si vous avez fait le télétravail, euh, euh, ben vous avez, et si c'était à cause de la COVID, vous avez le choix de prendre la méthode AutoFix, ok, la méthode AutoFix temporaire, qui est le 2 $ par jour pour chaque jour que vous étiez obligé de travailler de chez vous à cause de la COVID. Donc si c'était le télétravail, c'est à cause de la COVID, bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement prendre le 2 $ par jour, puis peu importe où vous avez habité, là, vous êtes correct dans ce cas-là. En termes de si vous décidez de prendre la méthode détaillée dans ce cas-là, ben, le loyer que vous avez payé jusqu'au 30 septembre est admissible. Vous pouvez le réclamer. OK, dans ce cas-là. Et tous les autres frais, vous combinez les frais des deux maisons dans ce cas-là. Mais pour le proratage, pour le pourcentage, il faudrait prendre comme une moyenne entre les deux propriétés. Bon, c'est quoi les frais déducibles en cas d'achat de première maison? Il n'y a pas de frais déducibles. OK, pour la première maison, si vous ne l'utilisez pas comme un immeuble locatif ou si vous n'êtes pas entrepreneur ou si vous n'êtes pas, par exemple, travailleuse autonome. Mais comme c'est votre première maison, vous pouvez prendre le crédit non remboursable pour première maison. Ça, c'est autant au fédéral qu'au provincial. OK, donc, l'achat de première maison, c'est un crédit non remboursable de 5 000 qui est pris à un taux de 15% des deux bords. Donc, c'est un 750 de réduction d'impôt, autant au fédéral qu'au provincial. Vous avez le droit dans ce cas-là. Bon, un triplex vendu et le vendeur a donné 10 000 à chaque locataire pour partir car l'acheteur achetait à cette condition. Peut-on déclarer ce 20 000 dans le formulaire T776? Ouais, ouais, ça c'est une très bonne question. Euh, Bon, ça c'est une très bonne question, Nicole. Dans ce cas-là, donc de 10 000 moi je vous dirais, je le rajouterais dans le PBR, là, d'après moi. Parce que c'était une condition de vente et là, ça a augmenté le coût de l'immeuble. D'après moi, ça serait dans ce cas-là plus une dépense en capital, là. Moi, j'irais là-dedans. Bon, Sophie Demers, la question de Pierre Vandal a été perdue. Expliquez s'il vous plaît la question. Avez-vous reçu des cryptomonies? Je n'ai pas vendu. OK. Oui, si vous avez reçu, ben là, Revenu Québec vous demande dorénavant de cocher une case sur la déclaration de revenus pour préciser si vous avez reçu ou acheté de la crypto-monnaie durant l'année. Ça, vous le faites dans les questions de Revenu Québec. Donc, dans votre menu de gauche, dans les premières sections là, que vous allez répondre, là-dedans, vous allez répondre que vous avez reçu de la crypto-monnaie. Si vous avez reçu ou vendu, il faut le préciser sur la déclaration provinciale depuis l'année passée. OK. Est-ce que votre logiciel optimise le tout ou bien un comptable peut faire que votre logiciel. Ben, regarde, s'il y a, ça dépend. La réponse, ça, je ne peux pas nécessairement répondre immédiatement. Ça dépend. OK, dans ce cas-là. Euh, Bon, on continue. Kate, je vends ma résidence principale dans laquelle il avait un logement. Vais-je être imposé pour la portion du logement au prorata? Oui. La façon que vous allez saisir la transaction, c'est que vous allez faire semblant que vous avez deux immeubles. Un immeuble qui était l'immeuble locatif et un immeuble qui était la résidence principale. Donc, vous avez deux transactions de gain en capital à déclarer dans le logiciel. Donc, un pour l'immeuble, pour la partie qui était imposable, et vous saisissez les montants proratés de la partie locative, et l'autre pour la résidence principale. Encore une fois, les montants proratés pour la valeur de la résidence principale, dont, dans ce cas-là, vous allez désigner cette portion-là comme résidence principale pour les années que vous avez vécues dans cet immeuble. C'est la façon de le faire. Bon, Valérie. Bonjour, le médecin a complété le formulaire de certificat pour crédit d'impôt pour personnes handicapées. OK, au fédéral et au provincial. Et le formulaire dont le choix, si la déduction est faite par enfant ou par personne handicapée. Que devrais-je faire? Mon revenu est plus élevé que mon père. OK, mais à compléter le formulaire, et ce formulaire donne le choix si la déduction est faite par un enfant ou par la personne handicapée. Bon, ben regarde, habituellement, euh,
Mais ben, c'est qui a fait l'application? C'est ça la question, Valérie, là. Je suis confus, là. C'est qui a fait l'application? Parce que là, la personne qui est admissible a le droit à prendre son crédit, mais si cette personne-là n'a pas besoin de son plein crédit pour réduire son impôt à zéro, OK, bien dans ce cas-là, le montant excédentaire pourrait être transféré à un aidant naturel, OK, à la personne qui prend soin de cette personne-là, mais évidemment, il faut résider avec cette personne-là pour être capable de le transférer. Donc, je pense que c'est ça la réponse à votre question. Bon, Slimane. Bonjour, je suis couvert, moi et ma famille, par un régime collectif qui couvre les médicaments. Est-ce que je remplis l'annexe K pour moi et ma conjointe? Non, tu n'as pas besoin. Vous êtes couvert. Si vous êtes couvert tout au long de l'année, ben vous indiquez l'exemption dans le logiciel et il va y avoir un code qui va apparaître sur la déclaration de revenus à côté de la ligne appropriée pour préciser au gouvernement que vous êtes exempté. OK? Et là, il n'y a pas d'annexe K qui va se produire. Bon, Daniel, j'ai été payé par la CNE-SST pour l'année 2021 suite à un accident de travail. Dois-je quand même payer la Régie des rentes du Québec? D'après moi, non. Je pense que non, Daniel. C'est pas. Hmm, je suis pas sûr, honnêtement, mais d'après moi, non, mon instinct me dit non, mais honnêtement, là, j'ai un doute, là. Mais d'après moi, non. Bon, Michel, bonjour, j'ai plus de 65 ans. Je dois payer une cotisation spéciale au syndicat des condos pour enlever les cheminées, puisque la ville de Laval exige le retrait des cheminées parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la municipalité. Puis-je obtenir une déduction fiscale pour ma contribution à ces travaux de correction apportés au bâtiment? Euh, non, habituellement, Michel, c'est non. À moins que l'immeuble, c'est locatif, à moins que vous louez le condo à une autre personne, d'après moi, non. C'est pas quelque chose que vous allez être capable de déduire sur la déclaration de revenus. Bon, donc, rebonjour, je n'ai pas de REER cotisé. OK. Adam, je n'ai pas de REER cotisé, mais le système d'impôt et d'impôt expert enregistre le montant déductible au titre de REER dans la section cotisation à un REER. Est-ce correct ou je dois enlever ce montant? Je n'ai pas de REER cotisé, mais le système enregistre le montant des. Oui, oui, non, c'est tout à fait normal. Oui, oui, Adam, ça reste là. Parce que le logiciel va prendre en compte le montant admissible que vous avez de REER. Parce que n'oubliez pas que le montant admissible, déducible, c'est cumulatif, OK, parmi les années. Donc, c'est tout à fait normal que le montant soit là, même si vous n'avez pas cotisé. N'effacez pas ce montant-là. C'est le suivi de vos cotisations de REER. De votre plafond de REER, excusez-moi. OK. Caroline, mais si effectuer le même jour, la règle de 30 jours. Oui, Caroline, je ne me souviens plus de votre question originale, je m'excuse. Je reviens là-dessus. Bon, puis-je déclarer, Doris, puis-je déclarer à titre de frais financiers commission de suivi d'un conseiller de placement? Oui, vous pouvez le faire. Oui, absolument. Ça devient absolument des frais d'investissement que vous pouvez le faire. Que vous pouvez faire pour un conseiller de placement qui vous a conseillé pour gagner du revenu. Bon, André, bonjour. Est-ce qu'une indemnité de départ est considérée comme un revenu d'emploi donnant droit à des droits de cotisation de REER? Oui, habituellement, c'est une allocation de retraite. Et ça habituellement, c'est pas nécessairement. Je pense pas que ça augmente le plafond. Je me doute un peu là, mais d'après moi, je suis pas sûr que cette indemnité. Ça dépend là. Si l'indemnité de départ est inclue dans votre case 14 du T4, ben là, habituellement, oui, effectivement, c'est rajouté à votre plafond de REER. Mais si c'est une allocation de retraite à la case 66 de votre T4, dans ce cas-là, c'est non. Bon, Jacques, à quel endroit dans Impôt Expert dois-je inscrire la vente de mon cottage sans gain en capital car c'est toujours ma résidence principale? C'est dans la section gain en capital. Donc, vous allez rajouter la section gain en capital dans le montage de l'entrevue. Vous cherchez la section gain en capital dans ce cas-là. OK? Et du moment que vous êtes là, quand vous allez à la page gain en capital, vous allez dans les immeubles, dans la section qui s'appelle immeubles. C'est là-dedans que vous allez l'indiquer. Et dans cette section-là, vous allez avoir la section pour la résidence principale dont vous allez désigner les années que vous étiez propriétaire de cet immeuble. OK? Bon.
Joanne, j'ai pris 5 000 en REER pour 2021. Est-ce que je peux le répartir sur 2 années? Donc, une partie en 2021 et en 2022. Oui, absolument. Il faut juste faire attention que vous avez assez de plafond de REER pour être capable de le répartir. OK? Parce que vous allez reporter l'autre partie pour 2022. Donc, il faut avoir le plafond pour le faire. Sinon, vous allez être chargé l'impôt de surcotisation, OK, de 1% par mois qu'on connaît couramment. OK, donc faites attention là-dessus. Dans la section de REER du logiciel, vous avez une option pour limiter le montant que vous voulez déduire. OK, donc vous avez une ligne là-dedans pour être capable de le faire dans cette section-là. Ça s'appelle tout simplement déduction de REER à utiliser. Donc vous mettez le montant que vous voulez prendre. Bon, Doris, puis-je déclarer à titre de frais médicaux de déménagement des frais médicaux de déménagement pour personnes handicapées? Les frais médicaux, frais de déménagement. OK, personnes handicapées, oui, habituellement, vous pouvez le faire. Si la personne est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est là la précision là-dedans. OK, bon. Euh, on continue. Gina, est-ce que la pension d'un autre pays est imposable? Doit-elle être déclarée? Oui, absolument. On est imposé sur nos revenus mondiaux. OK? Donc, peu importe la provenance du revenu, peu importe la provenance du pays, vous êtes imposé dessus. Sachez que premièrement, si vous avez payé un impôt à ce pays étranger pour la pension, sachez que vous avez le droit au crédit d'impôt étranger du côté de votre déclaration fédérale et Québec. Donc, le gouvernement fédéral va vous donner un crédit pour le fait que vous avez payé un impôt à l'étranger. Donc, vous n'avez pas payé en double cette imposition-là. En plus, c'est payant. S'il y en a une convention fiscale entre le Canada et le pays d'origine de cette pension, c'est payant de chercher la convention fiscale avec ce pays-là parce qu'il y a des fortes chances qu'il y a des exemptions de ces revenus-là qui sont indiqués dans cette convention fiscale. Donc allez-y dans Google puis cherchez convention fiscale Canada et cherchez le pays et allez-y chercher directement les revenus de pension. Bon, on continue. Caroline, si le trading est effectué en moins de la règle de 30 jours, on le traite comme gain en capital. Oui, absolument. C'est quand même un gain en capital. La limite de 30 jours, c'est pour reconnaître la perte. Donc, si par exemple, ça c'est ce qu'on appelle les pertes apparentes. Si par exemple, je vends une action et j'attends pas 30 jours, et je n'attends pas 30 jours et je la rachète, là, le gouvernement ne reconnaît plus la perte en capital si la disposition est à perte. OK? Donc, la réponse là-dedans. Bon, Pierre, question sur les cryptos. Euh, il y a une question dans Impôt Expert. Avez-vous reçu de la crypto-monnaie? OK, ça, je l'ai déjà répondu là. Donc, même reçu, encore une fois, c'est une question dans la section questions de Revenu Québec. Il faut répondre à cette question dorénavant si vous avez acheté ou reçu de la crypto-monnaie. Vous n'avez pas le choix. OK, c'est une question. Bon, Slimane. Comment déclarer mon épouse comme personne à charge sur Info Expert? Ben, vous rajoutez son dossier comme membre de la famille. Donc, quand vous avez les onglets vers le haut, là, juste en dessous de l'entrevue, vous avez votre nom et à côté, vous avez une option pour rajouter le conjoint. Cliquez dessus, rajoutez votre conjoint, puis rajoutez ses données de déclaration de revenus et le logiciel va effectuer le reste. Dominique, à la suite de la vente d'une résidence locative, est-ce que je peux mettre les commissions payées au courtier immobilier dans mes dépenses locatives? Non. Vous rajoutez les commissions dans le coût. Donc, quand vous déclarez le gain en capital, la disposition, ok, vous avez le PBR et le produit de disposition. Les frais de courtier, les commissions de courtier immobilier, vous allez les rajouter au PBR original de l'immeuble, donc au coût de l'immeuble quand vous saisissez la transaction de gain en capital. Bon, on continue. Nancy, mon conjoint a pris beaucoup de REER. Est-ce que nous devons tous les utiliser dans cette année ou on peut reporter un montant pour l'année prochaine? Comme je l'ai précisé auparavant à l'autre personne, oui, vous pouvez les reporter, mais il faut avoir le plafond pour le faire. Si vous n'avez pas assez de plafond dans vos cotisations de REER pour reporter le montant, là, vous allez être chargé une surcontribution de la pénalité de surcontribution qui est 1% par montant excédentaire par mois. OK? Donc, faites attention là-dessus.
Bon, Serge, pourquoi Impôt Expert ne me permet pas d'utiliser ImpoNet pour fédéral seulement pour une déclaration de 2017, emploi d'une autre province de Québec, disant que j'ai un paiement en trop de l'assurance chômage? Bon, ça, Serge, il faudrait voir votre dossier là. Ça, c'est vraiment un cas précis. À moins de voir le cas, c'est un peu difficile de le voir. On va vous revenir là-dessus. Sylvie, quand nous recevons un héritage, est-ce imposable? Ça dépend, Sylvie. La réponse pour un héritage, ça dépend. Ça dépend premièrement du type de bénéficiaire. Est-ce que le bénéficiaire est l'époux conjoint de fait ou une autre personne? Donc, exemple, pour des revenus de pension, donc habituellement, un héritage, il n'y a pas d'imposition habituellement. OK? En réalité, il n'y a pas d'imposition. Mais le décédé pourrait s'imposer sur des revenus dépendamment de qui est l'héritier. Donc, exemple, les fonds de pension, si l'héritier n'est pas un conjoint ou un enfant financièrement à charge, ben, dans ce cas-là, la personne décédée est réputée avoir retiré son fonds de retraite privé la journée du décès. Et là, ça devient un revenu imposable. Mais si les montants sont transférés à un époux conjoint de fait ou à un enfant financièrement à charge, là, le décédé n'est pas imposé. Et si l'époux conjoint de fait et l'enfant le transfèrent directement dans leur fonds de retraite, là, dans ce cas-là, les héritiers ne sont pas imposés non plus. Bon, pour les biens en immobilisation, par exemple, encore une fois, si l'héritier est le conjoint, aucune imposition, mais si l'héritier est une personne autre que le conjoint, imposition dans le dossier du décédé à la juste valeur marchande au moment du décès. Bon, OK. Pension d'un autre pays est imposable. OK, c'est revenu. Gina, c'est un revenu étranger. Il faut, dans le montage de l'entrevue, vous cliquez dessus et à la page de droite, vous cochez la case à côté de revenus étrangers. Cliquez sur suivant et quand vous allez sur la page revenus étrangers, là, vous allez sélectionner pension et là, vous le saisissez directement. Bon, je prends une gorgée de secondes. Et on continue. Bonjour, j'ai vendu ma maison à revenu en 2021 pour le terrain, c'est des terres non amortissables et pour le bâtiment immeuble catégorie 1, 4% pour le terrain. Ça fait un gain en capital et pour le bâtiment, ça fait une perte finale. Car jamais appliqué la dépréciation. J'ai vendu ma maison à revenu. OK, donc c'est imposable. OK. Pour le terrain, et c'est des terres non amortissables, et pour le bâtiment, immeuble catégorie, pour le terrain, ça fait un gain en capital, et pour le bâtiment, pour le terrain et pour le bâtiment, ça fait une perte finale, car je n'ai jamais appliqué la dépréciation. Oui, effectivement, vous allez avoir une perte finale. Ben, si c'est vendu à perte, Martine, ça dépend si c'est vendu à perte. Si ça a été vendu à un gain, ben, si vous n'avez pas pris d'amortissement, vous n'avez pas de récupération à déclarer. Vous n'avez pas de récupération sur l'immeuble. Mais si vous l'avez vendu à perte, mais c'est seulement, mais le seul temps que vous allez avoir une perte finale, c'est seulement si vous l'avez vendu à perte. OK? Donc, c'est le seul temps que vous allez avoir une perte finale. Bon, Gérald, pour les aidants naturels, le conjoint a-t-il le droit à des déductions? Oui. Oui, absolument. Donc, si par exemple, si c'est le conjoint qui est les dents naturelles de son conjoint, bien là, vous avez par exemple le Crédit canadien pour les dents naturelles qu'on peut réclamer si le conjoint a une déficience. OK? Donc, avec le montant pour époux conjoint de fait, on a un montant supplémentaire qu'on peut rajouter, OK, à ce montant-là. Bon, Serge, au fédéral, on peut fractionner un revenu de pension entre conjoints. Il n'y a pas de limite d'âge, je crois. Au Québec, oui. Non, c'est au fédéral. Au fédéral, il n'y a pas de limite d'âge pour un RPA. Mais si c'est un FER ou un REER, oui, il y en a une limite d'âge. OK, c'est seulement pour les RPA, donc les fonds de retraite publics, en d'autres mots, par exemple, les policiers, les professeurs, etc. Mais si c'est des fonds de retraite privés, par exemple REER, FER, ça, malheureusement, la limite d'âge est là, autant au fédéral qu'au provincial. OK, la différence avec le provincial, c'est que pour les RPA, le provincial rajoute le critère de l'âge pour les RPA. Mais au fédéral, il n'y a pas ce critère d'âge, mais seulement pour les RPA.
Bon, Mireille. Bonjour, j'ai vendu ma résidence principale. Dois-je le déclarer? Est-ce que je serai imposé? Oui. Premièrement, Mireille, oui, il faut le déclarer. Et deuxième question, non, si vous désignez toutes les années comme résidence principale dont vous étiez résident dans ce cas-là, il n'y a pas d'imposition dans ce cas-là. Mais il faut quand même déclarer la transaction. Vous êtes obligé, même s'il n'y a pas de gain en capital imposable, sinon, vous allez être imposé des pénalités qui sont très sévères. C'est 250 par mois jusqu'à 2500 par année que vous n'avez pas déclaré. Bon, Sylvia, vous n'avez pas répondu. J'ai dit que nous avons acheté notre maison principale le 1er octobre. Dois-je mettre propriétaire ou locataire étant donné on l'était jusqu'au 30 septembre? Non, ben vous êtes propriétaire, mais pour le télétravail, s'il y a, on ne peut rien réclamer des frais de propriétaire. Il y a pas, ici, on ne peut pas réclamer, par exemple, l'intérêt hypothécaire. Ça, vous pouvez pas le faire si vous êtes employé. OK, donc, malheureusement, vous avez le loyer que vous pouvez réclamer. Et sur la propriété, vous pouvez, par exemple, réclamer l'électricité ou l'Internet résidentiel. Mais c'est tout. OK, il n'y a pas grand-chose qu'on peut réclamer. Bon, Gézanne, si je suis salarié et travailleur autonome, puis-je demander une déduction pour mes frais de télétravail? Euh, oui, vous pouvez le faire autant, mais il faudrait partager les frais entre le pourcentage du temps que vous utilisez le bureau à maison comme salarié et le pourcentage du temps que vous l'utilisez comme travailleur autonome. OK, c'est là la différence. Bon, Claudine, dans Révision, à la fin, pourquoi il y a US après tous les montants? Ça, je suis pas sûr, honnêtement, Claudine. Il faudrait que je regarde. Bon. Gérald, j'ai été représentant à Thermomix en 2021. J'ai seulement une vente. Puis-je déduire au complet l'achat de Thermomix? Un repos culinaire. J'ai été représenté Thermomix, j'ai seulement une vente. Puis-je déduire au complet l'achat? OK, ben, ça dépend. Gérald, si vous êtes un vendeur à commission, travailleur autonome, c'est ça que je comprends là, dans votre cas. Ben dans ce cas-là, oui, c'est un équipement que vous avez acheté. Vous ne déduisez pas, vous allez amortir l'équipement et non pas le déduire directement. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Frais de déménagement, ok, bon, Jérôme, frais de déménagement pour personnes aînées de plus de 70 ans. Est-ce qu'il y a des crédits remboursables possibles si la personne n'a pas d'impôt à payer? Ah, pas vraiment, Jérôme. Honnêtement, là, je peux pas y penser comme ça à quelque chose. OK, Mireille, c'était répondu. OK. Ok, Marie-Hélène, faut-il des formulaires spéciaux à faire remplir pour les aidants naturels des conjoints? Pas nécessairement au fédéral, parce que vous n'avez pas besoin nécessairement de l'invalidité. Mais vous avez quand même besoin d'une lettre d'un médecin ou d'un praticien qui indique que la personne a une déficience. Et du moment que vous avez cette lettre-là de votre docteur, là, vous pouvez prendre les montants pour les dents naturelles pour le conjoint. Mais ça prend au moins une lettre du docteur, OK, du côté fédéral. Bon, Sylvie, dans le cas où l'héritage est que l'argent, pas d'autres biens, est-ce que, exemple, je suis l'enfant adulte pour sa charge? Euh, OK. Exemple, je suis l'enfant adulte pas à sa charge et j'hérite 5 000, je vais imposer. Non. Non. Si c'est seulement l'argent comptant, Sylvie, il n'y a pas d'imposition parce que n'oublie pas que l'argent a été déjà imposé. L'argent qui est dans un compte de banque, là, ça a été imposé dans la déclaration de votre mère éventuellement. C'est le net que vous avez. Donc, il y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas d'imposition dans ce cas-là. OK, bon, on continue. Martin, j'ai eu un emploi avant la fin de mes études sous condition de l'obtention de mon bac avant la fin de l'année. OK. J'ai le droit au crédit de nouveau diplômé en région éloignée. À quelle date dois-je commencer à calculer le crédit? Moi, je dirais quand vous avez déménagé là-bas, Martin, mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Euh, OK, donc on continue. OK, comment.
OK. Comment enlever un membre de la famille et traîner son historique dans le dossier Impôt Expert distinct? Gris, malheureusement, il n'y a pas de façon. On n'a pas de façon directe de le faire, malheureusement. OK, il n'y a pas de façon directe, malheureusement. C'est une limitation du logiciel. Sylvia, ok, Sylvia, attends, pourrais-tu répéter la question, Sylvia, parce que là, je dois vous revenir. J'ai 102 commentaires, là, ça me prend de temps à revenir à la question. Pouvez-vous juste retranscrire, copier-coller votre question? Excusez-moi que j'ai manqué votre question. Encore une fois, merci tout le monde de votre patience. Je pense que j'ai pas mal parcouru les questions. Euh, Juste à me répéter la question, Sylvia, puis j'attends vos questions. On a encore 2 autres minutes avant qu'on conclue la session. Mais on va aller un peu plus parce que je pense qu'on était en retard de 5 minutes. Bon, OK, j'ai de mon collègue ici. Pour le télétravail, méthode fixe. Sont 2 lignes avec la même description. Pourquoi? Comment compléter la déclaration sur les 2 lignes? Méthode fixe sont 2 lignes avec la même description. Merci Serge, merci beaucoup. Bon, dans la déclaration d'impôt, on a 2 lignes pour la méthode fixe. Il me semble que non. Je pense pas qu'on a 2 lignes pour la méthode. On a deux options pour les frais de dépenses à domicile, là, qui seraient la méthode auto fixe et la méthode détaillée. Il me semble que c'est le choix entre les deux là, que vous avez. Vous avez un pour les salariés et un pour les travailleurs à commission. J'ai pas vu dans la déclaration 2 lignes. Attendez, je vais aller voir. Je me place sur la déclaration ici. Oui, Manon, vous pouvez reprendre la vidéo. Là, ça va être posté sur notre site. Donc, du moment qu'on arrête le partage, là, qu'on voit ici, vous allez être capable de le revoir. Là. Il y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème là. OK. Dans la page de déclaration. Euh, là, est-ce que la déclaration en d'autres mots, la T1, là, vous parlez? Directement la T1, Sylvia? Que je vais juste répondre à Yenzi entre-temps. Quelqu'un qui vivait au Québec a déménagé à la Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à remplir? La personne va recevoir plus d'impôts, n'est-ce pas? Ben, s'il a déménagé, ben là, vous sélectionnez Colombie-Britannique comme résidence, comme province de résidence au 31 décembre. OK? La seule particularité qui pourrait être un peu particulière pour ce client-là, c'est si le client était assujetti au programme gouvernemental pour les médicaments. OK, c'est vraiment ça là, qu'on parle. OK, donc si par exemple ce client-là était assujetti à la RAMQ là, pour ses médicaments, ben là, il doit produire une autre déclaration seulement pour le Québec pour payer son assurance médicaments jusqu'au mois que cette personne-là a déménagé. Mais à part de ça, le client ne produit plus de déclaration du Québec. Ça va être une déclaration fédérale. Euh, une déclaration fédérale avec un annexe provincial pour la Colombie-Britannique qu'on appelle le BC 428. Il va s'imposer aux Colombie-Britanniques entièrement. Dans la déclaration du particulier, méthode fixe pour le télétravail. Donc, vous êtes sur les formulaires du gouvernement, là, Sylvia. Vous êtes dans les formulaires du gouvernement? Parce que moi, je regarde, là, puis c'est juste dépenses d'emploi habituellement qu'on le réclame. Autre dépenses d'emploi dans la ligne 22 900. C'est juste ça que je vois. Bon, on va faire un petit surtemps à cause qu'on était un peu en retard. Là, on va faire sur la déclaration. Je trouve ça bien bizarre. Sylvia, on va vous contacter directement. J'aimerais le voir, honnêtement. J'aimerais voir votre écran là, directement, honnêtement, parce que c'est très, très, très bizarre que vous avez ça. Là, vous avez 2 lignes comme ça. Dans l'entrevue. OK, dans l'entrevue. Parfait. OK, donc si je reviens dans l'entrevue, OK, je vais rajouter dépenses d'emploi. Je vais rajouter dépenses d'emploi. OK, dépenses d'emploi ici. Je dis suivant.
Et quand je vais dans dépenses d'emploi, euh, ah ben c'est bien bizarre. Non, moi je l'ai pas là. Attends, je regarde un commentaire de mon collègue. Non, c'est dans le montage. Dans quelle page exactement? Montage d'entrevue? Ok, on vous revient Sylvia directement parce que j'aimerais le voir. Jérôme, contrat temporaire en France via Entente France-Québec et la personne réside en France mais avec des liens gardés au Canada. Est-ce que la personne doit déclarer ses revenus de l'UNESCO aussi au Québec, Canada, alors qu'il les déclare déjà en France? Ben, euh, le client dans ce cas-là, euh, euh, Jérôme, le client, dans ce cas-là, va avoir une déduction pour ses revenus de l'UNESCO. Donc, dans le T4, là, vous avez dans les notes vers le bas complètement, quand vous saisissez le T4 dans les notes, cliquez sur le menu déroulant, puis vous devez avoir une option qui vous dit déduction pour un travailleur d'une entité internationale, quelque chose du genre. OK, sélectionnez-le, puis remettez le revenu là-dedans. Habituellement, ces contribuables-là ne sont pas imposés sur ces revenus. Euh, non, Yenzi, j'ai répondu là. Yenzi, revenez dans dans le vidéo là, quand ça va être posté là. J'ai répondu à votre question. J'ai même mis beaucoup de temps sur votre réponse. Non, je l'ai répondu. Sylvia, juste comme ça là, enlève la section complètement puis remettez-la pour voir si peut-être le dédoublement va s'enlever. Sinon, il faudrait contacter notre département de soutien là pour voir le pourquoi que vous avez ces deux lignes-là. OK, donc je donne un autre 2-3 minutes, puis on va conclure la session. OK, donc Yenzi, vous avez juste à faire comme 5 minutes là, dans le vidéo quand ça va être posté, là, puis vous allez le voir. OK, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans sur la réponse à votre question. Donc, encore une fois, merci tout le monde pour votre patience. Comme je vous dis, là, on avait des problèmes techniques de notre. OK, ben, ils vont vous répondre, là. Sylvia, ils vont vous répondre dans ce cas-là. Si vous avez contacté notre département de soutien. Bon, je prends une petite gorgée. OK, donc, ouais, je vous donne une autre comme 3-4 minutes, là, puis on va arrêter la session. Donc, encore une fois, merci encore une fois tout le monde d'avoir venu. Là. Merci Sylvia. Nous, on vous remercie. J'espère que vous avez bien apprécié cette session-là. Malheureusement, j'ai ma collègue Ida qui est là pour m'aider à organiser le tout. Mais malheureusement, on a eu des problèmes techniques et on n'était pas capable de le faire. Mais au moins, je vois que tout le monde était là. Merci Mireille, encore une fois. Merci d'avoir venu. Donc, bon, à quel endroit on déclare le télétravail? Bien, vous allez dans les dépenses d'emploi. Slimane. Donc, dans le montage d'entrevue, dans la section montage d'entrevue, à la page de droite, vous avez une section emploi et autres prestations et vous allez avoir une option qui s'appelle dépenses d'emploi. Cochez cette case-là et c'est là-dedans que vous allez déclarer vos dépenses de télétravail. Il n'y a pas de quoi, Jérôme. Euh, merci Sylvia. Ben, si vous appréciez ces sessions-là, on va commencer à les avoir. Ben, habituellement, on les a une fois par mois, plusieurs, mais on va essayer de voir si peut-être on pourrait les faire un peu plus souvent. Ok, on va voir parce que je vois que la demande est là. On est presque 100 personnes en direct là, donc c'était quand même bien là. Je vois je vois que la demande est là, c'est certain. Donc c'est bien de le voir. Merci André, merci beaucoup, merci Jean, merci. Merci. OK, donc je pense qu'on va conclure là. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va conclure la session ici. Merci beaucoup tout le monde d'avoir venu à cette session. Passez une très belle journée, passez un très bel hiver et une très bonne année. Soyez sains et saufs, s'il vous plaît. On sait que présentement, c'est vraiment des jours sans précédent là, qu'on vit présentement. Merci beaucoup encore une fois tout le monde. Merci beaucoup tout le monde d'avoir venu. Passez une très bonne journée. Merci et au revoir.